Bonjour, vous écoutez Quand en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Voici le 20e épisode du podcast consacré à Ferdi Durkay, un roman de Witold Gombrowicz. Quelle était ma situation? J'allais dans les cafés et dans les bars, je rencontrais des gens et échangeais avec eux des paroles, parfois même des pensées. Mais mon état restait peu clair et je ne savais pas moi-même où était l'adulte et où était le blanc-bec. Ainsi, à ce tournant des années, je n'étais ni ceci, ni cela, je n'étais rien, et les gens de mon âge, qui étaient mariés et occupaient déjà une position bien définie, sinon devant la vie du moins dans l'administration, me traitaient avec une méfiance justifiée. Mes tantes, ces nombreuses demi-mères accrochées et collées à moi, mais sincèrement aimantes, essayaient depuis longtemps d'user de leur influence pour que je me range et devienne quelqu'un, par exemple un avocat ou un buraliste. Mon caractère indéfini les peinait à l'extrême, elles ne savaient pas qui j'étais, donc elles se contentaient de marmotter. Mon petit Joseph, disait-elle entre deux marmottements, il est grand temps, mon chéri, qu'est-ce que les gens vont dire? Si tu ne veux pas devenir un homme de l'art, sois au moins un homme à femme ou un homme de cheval, mais au moins qu'on sache à quoi s'en tenir. Qu'on sache à quoi s'en tenir. Alors je ne sais pas si vous avez déjà lu Ferdi Durkay, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré lors de vos lectures ou études Gombrowicz, mais en tout cas si vous n'avez fait hélas qu'écouter quelques épisodes de ce podcast, vous avez entendu parler du procès de Kafka et vous avez entendu parler aussi de l'écrivain Beckett, et ça n'est pas sans similitude, parce que il y a des thèmes, et il y a des thèmes, oui c'est vrai. D'abord le jugement, notamment on va parler du jugement dans Ferdi Durkay, il va être question du jugement des proches, du jugement de la société, vis-à-vis de Jojo, qui est le personnage principal, et le jugement, bon, il va prendre sa forme à travers des personnages et un semblant d'histoire, mais c'est aussi dans la forme, parce que je dis semblant d'histoire justement parce que autant on peut peut-être lire des textes de Kafka au premier degré, en ayant l'illusion de croire que tout ça ce ne sont que des histoires, des fictions, parce que après tout le procès c'est l'histoire d'un procès, après tout la métamorphose c'est l'histoire d'une métamorphose, mais Ferdi Durkay, un peu à la manière des textes de Beckett, ça me paraît difficile, il faudra vraiment s'évertuer à être un peu bête pour croire que tout ça n'est qu'une histoire à raconter. Je dis ça parce que même formellement, y a des chapitres qui sont des digressions dans le récit. Alors même si c'est toujours Jojo, le personnage principal, qui parle, n'empêche que ça casse complètement avec le récit. Puis le Jojo semble presque s'adresser au lecteur. Dans le cours du récit, tout d'un coup, on lit avant de continuer ces mémoires véridiques, je souhaite, en guise de digression, mettre dans le chapitre suivant un récit intitulé Philidor doublé d'enfants. Vous voyez, il n'y a pas d'attachement logique à ce que ça soit une fiction bien construite. Non, tout est un peu déconstruit, justement. On sent... Enfin, si on croit qu'un roman c'est une histoire qui est racontée par un narrateur, et bien là, Gombrowicz va nous mettre un petit peu à mal avec cette définition, puisqu'on va se rendre compte que du coup c'est peut-être pas un roman, mais en fait peut-être qu'on devrait se dire que justement un roman ça n'est pas une histoire racontée. Alors bon, de quoi il est question dans Ferdi Durkay? Alors première petite anecdote, Ferdi Durkay, le titre du roman, ne veut a priori rien dire et n'est là que presque comme une farce, puisque aucun personnage ne s'appelle Ferdi Durkay. On va retrouver le mot Ferdi Durkay nulle part dans le roman. Alors je vous mettrai des liens sur le site comenpassons.fr, il y a 2-3 hypothèses sur pourquoi ça s'appelle Ferdi Durkay, mais bon voilà, en tout cas par rapport au récit ça n'a aucun sens, à part peut-être de nous rappeler que un roman est autre chose qu'un produit de la culture moderne. Alors je dis ça parce que c'est le cas chez plusieurs auteurs, mais là c'est assez explicite, assez évident. Ferdi Durkay, le personnage, le jeu dans, oula, je me suis pris au piège. Jojo, parce qu'au début quand j'ai lu Ferdi Durkay, au tout début je me disais mais il y a forcément un personnage qui s'appelle Ferdi Durkay qui va être le personnage principal. C'est quand même souvent le cas, c'est presque un standard. Quand on a un titre comme ça, on s'attend à ce que ça soit le personnage principal.
ou le nom d'une ville. Mais Ferdi Durquet, ça sonnait bien comme nom de personnage, mais non, le personnage principal s'appelle Jojo. Jojo, lui, c'est un... je vais vous raconter un petit peu, pas les grandes lignes, mais de l'histoire, je vais pas vous la résumer, surtout que c'est assez surprenant, notamment parce que formellement, c'est très déconstruit. Bon, c'est pas un chaos à suivre, hein. Il y a un semblant d'aventure à suivre. Mais Jojo, qui est le narrateur, a 30 ans, ok, et ça commence comme ça, il se pose des questions, il nous expose un petit peu son problème, qui est que à 30 ans, il est considéré comme un gamin par absolument toute sa famille, tous les adultes, par la société, et on lui reproche, il nous décrit vraiment dans les détails ce que c'est que cet agacement, ce que c'est que de ne pas être pris pour un adulte, et il se pose des questions par rapport à ça, à ce qu'on lui demande de faire pour devenir un adulte, et il y a un moment, alors ça commence presque comme un roman de Kafka d'ailleurs, j'aime beaucoup ces textes comme ça, ça commence par son réveil dans sa chambre, et bon, il se passe 2-3 choses, il réfléchit, mais tout à coup, quelqu'un va rentrer, quelqu'un va toquer à la porte, et ça sera Pimko, et ce Pimko va le ramener à l'école, en fait. Alors ça pourrait être un roman, on pourrait dire, oh non, c'est agaçant, c'est un roman philosophique, il y a trop d'exposition, et c'est vrai que parfois, si on prend du recul sur sa lecture, on pourrait presque se dire que c'est le cas, parce qu'il y a beaucoup de passages de réflexion, mais comme c'est compris dans un délire, en fait, même la réflexion n'est jamais détachée de l'humour et du délire lui-même que constitue ce roman, je pense. Bon, vous l'avez peut-être deviné, le sujet principal de ce roman, c'est l'infantilisation. Alors si vous avez 2-3 idées, 2-3 souvenirs ou des connaissances sur Gombrowicz, vous savez que c'est un des sujets de son œuvre, et que ça passe à travers même presque des concepts, en tout cas des notions, des mots qu'il a inventés, comme le cucu. Alors il y a vraiment, c'est notamment dans Philidor, doublé d'enfants, tout une réflexion sur ce que c'est qu'encuculer quelqu'un. Et c'est à la fois très drôle, c'est là où je trouve, enfin moi je trouve ce texte génial, c'est que c'est à la fois très coquin, très marrant, un peu grotesque de temps en temps. Voilà, Jojo est un gamin, un grand gamin, et les réflexions sont parfois dans leur forme, dans leur style, un peu celle d'un gamin, mais absolument génial et absolument très détaillé. Ça m'avait marqué dès le début du roman, puisqu'on reproche à Jojo d'être un gamin, de ne pas faire comme les adultes, et toute la réflexion, tout ce qui se passe dans sa tête est absolument génial. Et donc l'encuculement, c'est le fait de parler à un adulte comme à un enfant, en fait, c'est l'infantiliser. Et ça passe à travers, après, d'autres variations, notamment avec les gamins et compagnie. Alors ça parle de cul, du popotin, d'être un gamin, d'être un blanc-bec, ça parle du kiki, ça parle de grimaces, ça parle de faire une gueule à quelqu'un, c'est-à-dire de lui attribuer un autre visage que le sien. C'est vraiment toute une pensée dingue de ce que c'est que l'infantilisation, et ça passe par aussi une critique de la culture moderne, du mensonge ce qu'on appelle la culture aujourd'hui, qui est une espèce de grand rien, de grand tout, où il faut être simplement être sûr de connaître plein de choses, et c'est dit, hein, c'est vraiment, Jojo explique ça dès le début, ce que c'est que la culture et pourquoi il le supporte pas. Donc ça ne pouvait que me plaire, un texte comme ça. Mais en tout cas, sans aller forcément tout de suite vers d'autres critiques sur ce que c'est que la culture, sur l'idée de nation aussi, la morale. Il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées, enfin qui apparaissent dans le roman. Il va être question d'infantilisation, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, ça c'est sûr
que je ne connais pas, moi, je crois, à titre personnel, d'autres textes, à part vraiment des textes de sciences de l'éducation et compagnie. Enfin, il n'y a pas d'autres textes que je connaisse, à part celui-ci, Ferdi Durkheim. Et qu'est-ce qu'on pouvait dire, le petit rapprochement que j'avais fait au début avec Beckett, c'est aussi au niveau du style. Il y a beaucoup de répétitions. Vous avez dit dans la dernière bande, il y a des gestes qui se répètent, puis il y a des phrases qui se répètent. Alors là, au niveau du soin apporté à la description de certains gestes, certains déplacements, on s'y retrouve comme chez Beckett. Dans Gombrowicz, dans Ferdi Durkheim, il y a un soin apporté à certaines scènes, à certains même éléments, enfin, j'allais dire éléments du corps, oui, un bras, une jambe, des manières de se coiffer, une manière de se regarder dans la glace, enfin voilà, plein de manières, plein de gestuels qui sont importantes et qui ont toujours une signification. On ne tombe pas dans le symbole grossier, mais il y a toujours une signification derrière tout ça, il y a une analyse derrière les descriptions. Donc ça c'est un des éléments qui est quand même notable. Dans la répétition, ce que je peux vous dire, c'est aussi que chez Ferdi Durkheim, enfin chez Gombrowicz, dans Ferdi Durkheim, il y a aussi, c'est aussi le fruit. C'est pas que ça, hein, faut pas voir ça que je pense que comme ça, mais il y a aussi une idée d'angoisse, il y a de l'anxiété dans ce roman, parce que un peu, voilà, là c'est proche d'un texte comme le procès de Kafka, parce que on a beau rigoler, on a beau écrire un roman, on a beau avoir des personnages, ce dont ça parle, le sujet, l'infantilisation, c'est un sujet finalement grave. On pourrait très bien finir le procès de Kafka et se dire mais on vit dans un monde de fous complètement inacceptable. Et ben Ferdi Durkheim, c'est pareil. Il y a quand même dans ces deux textes un parallèle à faire, et il y a une interprétation forcément sociale, voire politique à avoir. On peut pas passer à côté, je pense. Ou quand je dis social et politique, du coup aussi psychologique, hein, puisque le monde des adultes, les adultes décrits dans Ferdi Durkheim, qu'on peut reconnaître, qu'on connaît tous, qu'on a tous autour de soi de temps en temps, voire souvent, eh bien, ils s'en prennent plein la poire. Et c'est là où je vous ai dit, si vous avez lu le procès, si vous avez lu des textes de Beckett, Ferdi Durkheim, ce sera comme une sorte de nouvelle une autre parcelle de ce territoire-là à parcourir, parce que tout ça parle de la même chose, c'est un peu le même esprit derrière. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant. Si vous lisez, alors peut-être que de toute façon vous n'écoutez pas le podcast, mais puisque tout ça, c'est Ferdi Durkheim, puis je pense mon podcast lui-même est une critique de la culture moderne. Si on lit ce texte sans comprendre, en croyant que c'est juste une histoire un peu loufoque, et en disant oh cette histoire d'infantilisation, ça vous rappellerait peut-être mai 68, et vous direz oui, c'est que des grands gamins, c'est pas important, c'est peut-être du ressentiment, c'est des gens qui sont envieux des riches, des adultes qui ont réussi dans leur vie, tout ça. Je pense qu'il y a sans aller forcément sur un jugement aussi excessif à l'égard de Ferdi Durkheim, je pense qu'il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire sur un éventuel lecteur qui ne comprendrait pas tout de suite, non pas tout ce qu'il y a à comprendre, mais quelle est la nature de ce genre de texte, et de quoi ça parle. Parce que si on parle d'infantilisation et qu'on voit pas en fait ce que c'est, ça veut dire que il y a un petit peu de boulot à faire sur soi, je pense. Et c'est à la fois assez vachard de temps en temps, Ferdi Durkheim, mais justement pas méprisant. C'est un truc, c'est marrant parce que ces genres de textes, quand j'ai lu ça, je me suis dit punaise, c'est des choses auxquelles j'ai déjà pensé. Et voilà que c'est écrit de manière brillante et bien plus riche que ce que j'avais cogité. Au sens où il y a un côté, vous savez, souvent on reproche celui qui écrit, au philosophe, et je pense que dans on va dire la culture populaire, la culture moderne, il y a une sorte d'agacement pour ce personnage-là, de l'écrivain,
de l'artiste vrai, on va dire, ou du philosophe, du penseur, parce que il nous agace, parce que il remet en cause des choses. Il ne se place pas au même niveau. Ce qu'il dit, c'est pas que c'est plus vrai, c'est que tout de suite c'est plus profond. Et ça déconstruit des choses, et il est plus question de compétition, d'avoir plus vrai que le voisin, ou d'en savoir plus. C'est pas un spectacle, la pensée, c'est pas un spectacle, une poésie ou un roman, et un texte philosophique n'est pas un spectacle, alors que on aime bien ça aujourd'hui. La culture moderne a produit des choses comme ça, du spectacle, des choses qui doivent être applaudies en masse, et tout le monde doit trouver ça génial. Et on a fabriqué aussi des faux poètes, des faux poètes pas trop peut-être, mais des faux romanciers, des faux philosophes. Et le vrai écrivain, le Gombrowicz, le Proust, on a tendance à, je pense, vous allez peut-être me dire que c'est tout à fait faux, mais je pense que, et parce que Proust en parle d'ailleurs dans un passage de ça, et c'est pas le seul, on croit qu'il est méprisant. Tout ce qu'il dit là, il en dit trop, et il y a un côté sans gêne de l'écrivain, et du coup on le prend pour un prétentieux, un méprisant. Et Ferdi Durkheim, c'est sûrement un des seuls textes que je connaisse, en tout cas vraiment, qui renverse ça explicitement. C'est un de ses sujets, et il renverse ça pour dire non, au contraire, c'est humble ce qu'on fait en tant qu'écrivain ou en tant que penseur. Et le mépris, c'est le mépris de ceux qui continuent d'ignorer. Et il y a la formule que j'aime beaucoup chez Balzac, de l'ignorant et vorace. L'ignorant vorace, c'est lui la plaie de la pensée, c'est lui qui est méprisant et pédant. Et il y a beaucoup de choses sur la pédanterie et le pédant dans Ferdi Durkheim, ça c'est absolument génial. M'établir solidement sur le terrain des adultes, oui, adopter enfin cette attitude ultra-aristocratique, mépriser. Ne plus éveillé, excité et tenté par mon immaturité celle des autres, mais tout au contraire, extraire de moi la maturité, aider les autres à mûrir, parler avec l'âme à des âmes. Avec l'âme? Mais fallait-il oublier le pied avec l'âme? Et le pied alors? Pouvait-on oublier les pieds des bonnes tantes culturelles? Et après, que se passera-t-il si, malgré tout, je ne peux pas surmonter cette verdure enfantine qui pousse, qui vibre, qui bourgeonne partout, et certainement je ne pourrai pas. Que se passera-t-il si moi, je vais à eux en homme mûr, tandis qu'eux continuent à me prendre à la légère, si moi je montre de la sagesse et eux de la sottise? Non. Non, dans ce cas, je préfère être le premier à me montrer sans maturité. Je ne veux pas, je préfère rester. Je voulais vous lire un bref passage, c'est un peu au début du chapitre 2, qui s'appelle « Emprisonnement et suite du rapetissement ». Et c'est l'occasion de dire aussi que si dans le procès de Kafka, par exemple, on a tendance à se dire que, bien entendu, on a du mal à comparer en fait le retour à l'école à un procès, par exemple. On se dit que dans le procès, c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux, parce que Joseph K., donc le personnage principal du procès, sous le coup d'une accusation, qu'il risque une condamnation, quelque chose de grave pour lui, et qu'il y a de l'injustice. Voilà, c'était pour revenir aussi à cette idée de trop s'attacher à ce que c'est qu'une histoire dans un roman, un récit, comme si c'était ça, la force du roman, c'était d'avoir trouvé une histoire extrêmement grave. Alors que dans Ferdi Durkheim, on se dit que Jojo ne fait que retourner à l'école, et que l'infantilisation, c'est moins grave qu'un procès, qu'une condamnation. Alors que je pense que, notamment par le style, d'ailleurs, parce qu'on se pose même pas la question, je trouve que Gombrowicz arrive à mettre une intensité incroyable dans ce texte, alors qu'effectivement, Jojo ne fait que retourner à l'école. Mais c'est pas grave, ça c'est le récit, c'est l'histoire. On s'en fout presque, en fait. Ce qu'il faut voir, c'est ce que ça nous donne à penser sur cette histoire d'infantilisation. Et dans le petit passage que je vais vous lire, c'est assez explicite, assez clair. Bon, tout n'est pas comme ça dans le roman. Là, on est dans une espèce d'analyse mêlée à la description. L'occasion aussi de relire un tout petit peu avant quelques phrases que dit Pimco. Là, Pimco, donc vous avez compris, c'est la personne, l'adulte qui conduit
Jojo à l'école, on ne sait pas pourquoi, mais c'est pas grave, et qui s'adresse à lui comme ça. Hep, hep, petit mouche tournée, je t'aime bien, petit garçon garçonnet blondinet, psst, 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 mon petit Joseph, mon petit Jojo, Jojino, petit, oupla, oup. Alors, tout le texte n'est pas comme ça, mais quand Pimco prend la parole, s'adresse à Jojo, bah voyez, l'infantisation est à l'œuvre comme ça. Et par une espèce de répétition de grotesque. Donc il y a plusieurs types de répétitions dans les textes, on l'a vu dans Beckett, c'est pas le même style de répétition, et dans Gombrowicz, il n'est pas toujours question de ce type de répétition, mais là c'est une sorte de répétition abrutissante. Et donc Pimco continue comme ça, petit. Là-dessus, grossière erreur, là-dessus, une espèce d'intellectuel boiteux, sans doute le professeur de service, vint à nous en lui prodiguant des marques de respect. « Monsieur le professeur, dit Pimco, voici le jeune Joseph que je voudrais inscrire en première. »« Jojo, dis bonjour à monsieur le professeur. Je vais parler à Pjorkowski, et en attendant, je vous le confie pour qu'il s'habitue à ses petits camarades. » Je voulus protester, mais au lieu de cela, je fléchis le genou. Une légère brise se leva et les branches des arbres s'agitèrent, ainsi qu'une mèche des cheveux de Pimco. « J'espère qu'il va bien se conduire, dit le vieil enseignant en me caressant la tête. « Alors, comment sont vos jeunes » demanda Pimco en baissant la voix. « Je vois qu'ils marchent en rond, c'est très bien. Ils marchent, ils bavardent. Les mères les regardent, très bien. Il n'y a rien de mieux qu'une mère bien installée derrière une clôture pour un enfant en scolarité. Nul n'obtiendra d'eux un cucu plus tendre et plus enfantin. » Alors, tout Ferdi Durquet ne se passe pas dans une école, et justement, quand il sortira de l'école, Jojo va voir que l'infantilisation, ça n'est pas simplement le méchant professeur qui assène des vérités toutes faites aux élèves qu'ils doivent répéter, ils doivent s'enthousiasmer pour un poète. Bon, le poète cité a réellement existé, c'est considéré comme un des poètes les plus reconnus, les plus grands de Pologne. Et vers la fin de ce chapitre 2, Jojo pense à s'enfuir, en fait, à fuir, parce qu'il entend ce cours complètement dingue dans lequel les gamins essayent de lutter, de résister contre la leçon du professeur, et n'y arrivent pas, et là, il se dit, Jojo, je compris que je devais fuir. Mais il se rend compte que c'est pas si simple, en fait. Son désir de fuir rencontre un autre problème qui est exposé de manière un peu comme ça, en première lecture, on pourrait se dire c'est rigolo. En théorie, rien ne semblait plus simple. Il n'y a qu'à sortir de l'école et à ne plus y revenir. Pimco ne me ferait pas rechercher par la police. Les tentacules de la pédagogie cuculique ne devaient pas s'étendre si loin. Il suffisait de vouloir, mais je ne pouvais pas vouloir. Pour fuir, il faut une volonté de fuite. Mais d'où tirer une telle volonté lorsqu'on remue les doigts de pied et qu'on change de visage dans une grimace de dégoût? Je compris alors pourquoi nul ne pouvait s'enfuir de cette école. Tous les visages et toutes les attitudes anéantissaient les possibilités de fuite, chacun restait captif de sa propre grimace, et bien qu'ils eussent tous dû s'enfuir, ils ne le faisaient pas, parce qu'ils n'étaient plus ce qu'ils auraient dû être. Fuir signifiait non seulement quitter l'école, mais surtout se fuir soi-même, fuir le blanc-bec que j'étais devenu à cause de Pimco, l'abandonner, revenir à l'homme adulte que j'étais. Mais comment fuir ce que l'on est, ou trouver un point d'appui, une base de résistance? Notre forme nous pénètre, nous emprisonne du dedans comme du dehors. J'avais la conviction que, si la réalité pouvait en un seul instant recouvrer ses droits, le caractère grotesque de mon incroyable situation deviendrait si manifeste que tous s'écrieraient « Qu'est-ce que cet homme mûr fait ici ?» Leurs visages se flétrissaient. Où donc était passée leur excitation, leur discussion, leur querelle? Siphon lui-même dut faire appel à toute sa force de caractère pour ne pas renier ses principes de perfectionnement et de formation personnelle. Mais il sut si bien s'arranger que ce pénible effort devint pour lui source de bonheur en tant que marque de caractère. Les autres se dessinaient des collines et des vallées sur les mains et soufflaient dessus à la russe. « Plaine, ma plaine !» Le professeur soupira, étouffa quelque chose, regarda sa montre et parla. « Un grand poète, rappelez-vous cela, c'est important. Pourquoi l'aimons-nous? Parce que c'était un grand poète. C'était un poète plein de grandeur. Ignorant, paresseux, je vous le dis avec patience.
Enfoncez-vous bien cela dans la tête, je vais vous le répéter encore une fois, messieurs. Un grand poète. Jules Slovaky, un grand poète. Nous aimons Jules Slovaky et sommes enthousiasmés par sa poésie parce que c'était un grand poète. Veuillez prendre note de ce sujet pour un devoir à faire à la maison. Pourquoi les poésies de Jules Slovaky, ce grand poète, contiennent-elles une beauté immortelle qui éveille l'enthousiasme? À cet endroit du cours, un des élèves se tortilla nerveusement et gémit. Mais puisque moi je ne m'enthousiasme pas du tout, je ne suis pas du tout enthousiasmé, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas en lire plus de 2 strophes et même ça ne m'intéresse pas. Mon Dieu, comment est-ce que ça pourrait m'enthousiasmer puisque ça ne m'enthousiasme pas? Il se rassit, les yeux exorbités comme s'il sombrait dans un abîme. Devant sa confession naïve, le maître faillit s'étrangler. Pas si fort, par pitié, siffla-t-il. Galikevitch, vous serez collé. Vous voulez ma perte. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites? Mais je ne peux pas me rendre compte, moi. Je ne peux pas comprendre comment ça m'enthousiasme si ça ne m'enthousiasme pas. L'épisode 20 de Comment Passant touche à sa fin, l'occasion de dire un grand merci à Cécile, j'espère que vous avez apprécié ces lectures du texte Ferdi Durquet. En tout cas, c'est aussi pour vous faire un petit clin d'œil, vous dire que si vous aussi voulez prêter votre voix de temps en temps à des lectures, n'hésitez pas à me contacter. Je fais un coucou à Zafeu et à Karine également. Je remercie tous les gens, et ils ont été nombreux, plus de 200 à voter pour le podcast lors d'une petite compétition PodCloud, podradio.fr, Podshow pendant les vacances, c'était au mois d'août. On n'a rien gagné, c'est pas grave, vous avez été nombreux, ça m'a fait plaisir. L'occasion aussi de vous dire que on file, là le bateau file vers la fin du mois de décembre, fin d'année et fin de la première saison de Comment Passant. Donc a priori il y aura une saison 2, mais n'hésitez pas comme d'habitude à prendre contact avec le podcast, c'est-à-dire moi, via le site internet commentpassant.fr et les réseaux sociaux. On est sur Twitter, on est sur Facebook, on est même sur Instagram, avec mon compte à moi, Xavier, un fantôme à Paris, tout ça, mais en tout cas vous avez tout ça sur le site internet. L'occasion aussi de me dire ce que vous pensez du podcast. Là, ça fait 1 an de podcast presque, il y a 20 épisodes, c'est déjà pas mal, depuis le mois de février, ou je sais plus, il y a un mois où j'ai mis les bouchées doubles, on fait un épisode tous les 15 jours, donc c'est pas rien, mine de rien, et puis c'est un podcast amateur, encore une fois je le répète. Donc ce podcast n'est rien sans vous à long terme, donc 1 an de démonstration un petit peu, de mise en bouche, mais pour qu'il y ait une saison 2 avec la même dynamique, il faudrait que j'aimerais bien en tout cas que vous interagissiez avec le podcast un peu plus souvent, commenter les billets sur le blog, quand je poste un numéro, me dire ça j'ai bien aimé cette partie, j'ai moins aimé l'autre, ce genre de sujet m'intéresse, ce genre de sujet ne m'intéresse pas, pourquoi, parce que, voilà, on dialoguons, voilà, j'espère que en tout cas cet épisode vous a plu, on se retrouve dans 15 jours. Pour un sujet de réflexion, pareil, si vous voulez découvrir les sujets un peu en amont, vous vous rendez sur les réseaux sociaux, vous me suivez, sur YouTube aussi, le précédent podcast consacré au voyage, il y avait un petit bonus sur YouTube avec des petites vidéos qui ont été tournées à Séoul et à Daegu en Corée du Sud, à l'occasion de vous dire que j'ai bien kiffé le film Un dernier train pour Busan. Busan, c'est une ville en Corée, je suis pas allé, mais le train s'arrête à Daegu à un moment donné dans le film, c'est un mini spoiler, ça m'a fait plaisir en tout cas de voir ce film en rentrant de séjour de Corée du Sud, et voilà, portez-vous bien, j'espère que tout s'est bien passé pour vous pendant les vacances, et bon courage pour cette rentrée, y compris si c'est une rentrée universitaire scolaire, voilà. Allez, ciao, voilà. Allez, ciao, voilà. Allez, ciao, voilà. Allez, ciao.